Résumé du livre Managez votre carrière comme une start-up, de Reid Hoffman, Ben Casnocha, Loïc Lemeur. Mise en version audio par le site monindépendancefinancière.net. Managez votre carrière comme une start-up. Avec ce résumé, vous découvrirez qu'il est possible d'accomplir ses objectifs professionnels en prenant le contrôle de sa carrière. En cette période de chômage et de crise économique, l'heure n'est pas à la lamentation. Vous pouvez mener la carrière dont vous avez toujours rêvé en la manageant comme une start-up. Il suffit de s'adapter et de comprendre les nouvelles règles du marché pour en être pleinement acteur. Le nouveau monde du travail réussit à ceux qui développent une nouvelle attitude mentale, la phase bêta, et un esprit d'entreprise. Nous rêvons tous de créer notre entreprise, mais seul un petit nombre d'entre nous passe à l'acte. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. L'échec nous terrifie. Nous attendons d'avoir une idée de génie au lieu d'œuvrer par passion. Notre système éducatif est obsolète, il nous pousse à chercher un emploi plutôt qu'à le créer. Or, la volonté de création appartient bel et bien au génome humain. Ainsi, au lieu de refouler cette nature, il convient de se considérer comme l'entrepreneur de sa carrière car le monde du travail a changé. Le modèle du jeune diplômé qui, à force d'expérience et de docilité, occupe un poste de dirigeant pour le reste de sa vie, modèle de l'escalator, est révolu. Au XXIe siècle, les jeunes diplômés sont sous-employés et rarement augmentés. Ils doivent accepter des contrats de courte durée et doivent savoir effectuer les tâches avant d'y être formés. L'évolution du marché du travail est principalement due à deux facteurs, la mondialisation et la technologie. Ces derniers favorisent l'autonomisation des tâches, la délocalisation et la diminution des rémunérations. Le marché évolue perpétuellement. Le cycle d'une entreprise ou même d'un emploi diminue. Un jeune diplômé n'est pas embauché pour la vie. Il connaîtra des plans sociaux et devra se reconvertir. Envisager sa carrière comme un entrepreneur devient alors essentiel et revient à faire un bilan régulier de ses atouts, prendre le pouls de la réalité du marché, concevoir un plan de carrière souple, se créer un réseau professionnel et des opportunités. L'esprit d'entreprise qui existe en chacun de nous doit être développé. Il ne faut compter que sur soi-même, être organisé, ingénieux, flexible et ne jamais se reposer sur ses acquis. Il est urgent de développer cet esprit d'entreprise. Pour le comprendre, il suffit de comparer la ville de Détroit avec la Silicon Valley. Au milieu du XXe siècle, fort de ces trois constructeurs automobiles, General Motors, Ford, Chrysler, créateurs d'emplois et de prospérité, Détroit a fortement chuté à la fin du siècle. De multiples facteurs sont à l'origine de ce déclin, une incapacité à s'adapter à la demande, la production de voitures à faible consommation, à identifier la concurrence et un refus d'exploiter des opportunités. La Silicon Valley, en revanche, est le terreau de l'esprit d'entreprise du XXIe siècle. Tournés vers l'innovation, les start-ups n'hésitent pas à prendre des risques, à se créer un réseau d'alliances, à agir de manière collective et à saisir les opportunités qui s'offrent à elles. Les entrepreneurs y cultivent une attitude mentale particulière, la phase bêta. Ils restent actifs, animés par un sentiment d'urgence et considèrent que leur création est toujours en phase de test. Ils ne se reposent jamais sur leurs lauriers. Ils envisagent chaque nouvelle année comme une occasion de relever des nouveaux défis et de saisir des opportunités. L'entrepreneur cherche donc à s'adapter à l'évolution du marché et à ses demandes tout en visant un épanouissement personnel. Pour développer un avantage concurrentiel, nos atouts, nos valeurs et nos aspirations doivent s'imbriquer et s'adapter à la réalité du marché. Pour devenir entrepreneur de sa propre carrière, il convient tout d'abord de développer un avantage concurrentiel. Il faut être, par exemple, le premier, le seul, le plus rapide à créer le bien matériel ou le service en question. L'entrepreneur doit être sans cesse animé par ces questions. En quoi mon offre est-elle introuvable ailleurs ? Pourquoi ce que je propose est rare et précieux ? Pour développer un avantage concurrentiel, plusieurs éléments doivent s'imbriquer les uns avec les autres. Le premier d'entre eux est appelé atout. Les atouts sont de deux natures, matériel, l'argent, la possession physique et mobilière, et immatériel, les compétences, les relations de confiance, les expériences, la réputation, etc. Établir la liste de ces atouts permet de savoir lesquels acquérir si on constate des lacunes. Notre objectif de création doit découler de nos points forts. Le deuxième élément est englobé sous l'appellation « valeurs et aspirations ». Les valeurs englobent notre autonomie et intégrité.
Les aspirations regroupent, elles, les souhaits, les idées et les visions de l'avenir. Ces dernières sont évolutives et sont le reflet de nos actes et de nos expériences. Prendre conscience de ces valeurs et aspirations est crucial car il est important de créer et de travailler sur une chose à laquelle on accorde de l'importance. On y est plus productif, astucieux et volontaire. Le troisième élément est la réalité du marché. Avant de se lancer dans un projet, quel qu'il soit, il est nécessaire de comprendre que le marché n'est pas un concept abstrait. Ce dernier est composé de clients, de collaborateurs, etc. Il convient donc d'en comprendre le fonctionnement ainsi que les attentes de ses futurs acheteurs et investisseurs. En effet, avant de créer une entreprise ou de postuler à une offre d'emploi, il faut s'assurer que des gens seront prêts à payer pour le service que l'on propose. Pour que notre plan de carrière soit viable, il faut que ce dernier combine les 3 éléments cités précédemment. Nous devons faire des concessions pour que nos centres d'intérêt correspondent et s'adaptent aux réalités du marché du travail. La meilleure chose à faire est donc de consolider ces atouts préexistants et d'en acquérir de nouveaux. Dans le domaine où l'on a choisi d'évoluer, nos atouts doivent être plus brillants que chez le voisin. Voici quelques conseils à appliquer dès que possible pour développer un avantage concurrentiel. Nous pouvons tout d'abord mettre à jour notre profil LinkedIn afin que nos atouts ressortent davantage. Puis, nous pouvons comparer notre parcours avec celui de 3 personnes qui ont les mêmes aspirations que nous. Cette expérience peut être source d'inspiration. Enfin, nous pouvons nous demander si la manière dont nous occupons notre temps libre correspond à nos centres d'intérêt et à nos ambitions futures. 3 plans existent pour s'adapter et bifurquer au sein d'un marché changeant, le plan A, le plan B et le plan Z. Avant de postuler à une offre d'emploi, il peut être intéressant de chercher sa passion, sa raison de vivre afin d'élaborer un plan précis et détaillé qui nous permette d'occuper le poste dont on rêve. Il faut donc suivre sa passion tout en l'adaptant aux besoins du consommateur. Le plan de carrière que l'on se fixe doit donc être précis mais sans trop l'être. Il doit être suffisamment souple pour s'adapter aux évolutions du marché. Il ne doit pas être établi de manière irrévocable. Pour réussir sa carrière, il faut être capable de s'adapter. Les entrepreneurs de grande renommée ne sont pas nés avec une idée révolutionnaire en tête. Ils ont tâtonné, changé d'offre. Le succès n'est ni immédiat, ni irréversible. Il est un travail de tous les jours, de progrès acquis par à-coups et d'adaptation. Pour s'adapter à toutes les évolutions éventuelles du marché, il est préconisé de bâtir 3 plans. Le premier est le plan A, c'est celui qui est en cours d'exécution, le poste qu'on occupe actuellement, l'entreprise dont on est la tête. Le plan B est quant à lui une alternative au plan A. Parfois, l'objectif du plan B diffère de celui du plan A, il fait figure de remaniement. Parfois l'objectif est le même, mais le plan B offre un nouveau chemin pour y accéder. Dans ce cas, il fait figure de correction. Le plan B est à appliquer quand le plan A ne fonctionne pas comme prévu ou quand il permet de saisir une nouvelle opportunité. En revanche, personne ne sera là pour nous indiquer qu'il est temps de passer au plan B. Nous abandonnons le plan A quand on a l'intuition que ce dernier n'est pas le bon ou alors quand on prête attention à une information particulière. Il faut sans cesse essayer de se préparer à l'inconnu et d'anticiper un point d'inflexion, c'est-à-dire une évolution, certes subtile, mais profonde et irréversible de notre secteur professionnel. Cette préparation quotidienne permet de trier les informations utiles de celles qui ne le sont pas. Elle aide à bifurquer du plan A au plan B au moment opportun. Le plan Z est quant à lui un plan de repli en cas d'urgence. Il nous permet de faire face aux incertitudes des 2 précédents plans et nous permet de tolérer leurs éventuels échecs. Dernière roue de secours, il permet de ne pas se faire éjecter sur le banc de touche. Il est le plan qui présente le moins d'incertitudes et qui est le moins risqué. Il permet de se ressourcer avant de se lancer dans un nouveau projet. Il est conseillé de privilégier le plan le plus riche en expérience et en apprentissage. Il ne faut pas se précipiter ni s'entêter dans un plan qui nous apporte seulement un bon salaire. Il convient, avant tout, d'enrichir ses atouts immatériels. Pour savoir quel est le meilleur plan, il est inutile de réfléchir des heures. Il faut se lancer. Nos actes nous permettent de savoir si le chemin qu'on emprunte est le bon. Même si l'on commet des erreurs, ces dernières sont riches en leçons. Pour travailler sa capacité d'adaptation, il est conseillé de rédiger son plan A et Z et de dresser un projet pour développer des compétences transversales, apprendre une langue vivante, prendre des leçons d'informatique, etc. Il peut être également intéressant de rencontrer quelqu'un qui a changé de carrière ou bien de commencer un projet secondaire,
À titre d'expérience, pour affiner son éventuel plan B ou se découvrir un nouveau centre d'intérêt. Un bon réseau professionnel est fondé sur des relations authentiques, sincères et s'entretient tous les jours. Manager sa carrière comme une start-up, c'est avant tout se créer un bon réseau professionnel. Il est important de bien s'entendre avec tout le monde et de fréquenter des individus qui mènent la carrière dont nous rêvons. Le réseau est surtout utile pour mettre en avant nos qualités personnelles. On parle du moi nous. Le réseau est un facteur clé de notre réussite dans le monde professionnel. Notre réseau est composé de relations professionnelles. Nous les entretenons avec nos chefs, clients, collègues et alliés dans le but de faire des affaires. Ces relations sont des sources précieuses de rapprochement. Mais notre réseau est également composé de relations privées que l'on entretient avec nos amis, voisins et parents. Avec ces individus, nous partageons surtout des valeurs et des convictions. Pour avoir un réseau solide, il est essentiel de conserver ces deux types de relations même si les injonctions qu'elles imposent peuvent être contradictoires, obligations professionnelles et devoirs de l'amitié. Les relations avec son réseau doivent être entretenues en permanence. La qualité de notre réseau est plus importante que la quantité de membres qui le composent. Aussi, il faut éviter de les solliciter seulement en cas de besoin. Il est préférable de faire preuve d'initiative et de rendre service en premier. Pour créer des liens authentiques avec les membres de son réseau, il est nécessaire de voir le monde avec les yeux de notre interlocuteur. Il s'agit donc de faire preuve d'empathie. De la même manière, il convient de définir les points communs que nous avons avec autrui, pour que le service qu'on lui propose lui apparaisse comme un avantage. Se montrer désintéressé et sincère, être désireux d'être au contact de l'autre, nous place dans une bonne posture pour envisager une éventuelle collaboration avec l'autre. C'est par des relations sincères que notre champ des possibles professionnels croît. Dans un contexte professionnel, deux types de relations jouent un rôle. Tout d'abord, les alliés professionnels, c'est-à-dire les individus avec lesquels nous souhaitons travailler et dont la vie compte. Nous partageons avec eux les mêmes croyances. Il existe ensuite des connaissances. Nous entretenons avec elles des liens plus ténus, des relations cordiales qui débouchent parfois sur l'échange de services. La cohésion et la diversité sont des conditions sine qua non d'un réseau professionnel étendu et puissant. Dans le milieu professionnel, on considère qu'il y a une relation d'alliance dès lors que l'on demande conseil à son interlocuteur, car on a confiance dans son jugement, que l'on défend volontairement sa réputation et que l'on collabore avec lui sur des opportunités. Un allié nous aide dans la construction de notre réseau puisqu'il nous recommande à ses personnes de confiance. Il est une personne sur laquelle on peut compter et avec qui on échange des services réciproques sur le long terme. Les relations d'alliance participent à la cohésion de notre réseau. Néanmoins, nos relations avec nos connaissances, également appelées liens faibles, jouent elles aussi un rôle dans notre vie professionnelle. Plus nos connaissances sont différentes de nous, autres secteurs professionnels, autres cercles d'amis, plus elles nous livrent des informations intéressantes et plus elles sont source d'opportunités nouvelles. C'est en possédant un réseau professionnel aux connaissances très variées que nous pouvons bifurquer plus facilement vers notre plan B. On estime que les relations du premier degré se limitent à 150 personnes environ. Mais notre réseau social, nos amis et les amis de nos amis, est beaucoup plus étendu. Nous sommes en réalité tous interconnectés, tant et si bien que nous ne sommes éloignés au maximum que de 7 degrés, c'est-à-dire de 7 personnes intermédiaires. Le réseau professionnel est quant à lui constitué de l'ensemble des personnes se situant à 2 ou 3 degrés de nous. Un individu qui compte 170 amis sur LinkedIn possède un réseau professionnel de plus de 2 millions de membres. La meilleure manière d'entrer en contact avec les membres des 2e et 3e degrés est de demander à un ami commun de nous présenter puis de chercher à rendre service de manière personnalisée. En effet, pour renforcer un réseau, il est important qu'un processus de donner-recevoir se mette en place sur le long terme. Pour mettre à jour son réseau, il est conseillé de mettre de côté sa timidité. Il faut prendre des nouvelles des membres, même de manière passive par l'intermédiaire des médias sociaux, sans avoir peur de les agacer ou de les déranger. Avec les gens que l'on considère comme les plus importants, il est préférable de ne pas se montrer trop autoritaire car on risquerait de les irriter. Pour créer des liens solides, il convient d'être arrangeant, d'agir et de s'exprimer en finesse. Les relations précieuses, c'est-à-dire celles que l'on entretient avec des personnes dont on partage les passions et les valeurs et dont on admire l'intelligence, doivent être les premières préservées.
A contrario, les relations qu'on ne considère pas comme précieuses peuvent être abandonnées consciemment car notre réseau n'est pas illimité. Il faut se concentrer sur les relations les plus intéressantes pour notre avenir. Quelques petits conseils peuvent être appliqués pour consolider son réseau professionnel. Tout d'abord, on peut essayer de faire passer quelqu'un du statut de lien faible au statut d'allié. On peut également se renseigner sur les membres des 2e et 3e degrés afin de proposer des services personnalisés. Enfin, il est aussi possible de renforcer son réseau en devenant une passerelle de ce dernier. On peut, par exemple, présenter 2 personnes qui ne se connaissent pas. Les opportunités s'offrent à des êtres curieux, actifs, aux aguets, résilients et désireux de collaborer. La croissance au sein d'une start-up ne se fait pas de manière linéaire mais par à-coups grâce à des innovations, des alliances et des découvertes. La puissance de son réseau permet de trouver et d'exploiter diverses opportunités. Le même schéma s'applique à nos carrières car ce sont nos expériences et nos projets qui nous permettent de gravir les échelons. Il est bien évident que les opportunités en or, celles qui feront progresser notre carrière, ne sont pas identifiables en tant que telles. Néanmoins, il est possible d'acquérir un comportement qui nous permet d'augmenter la fréquence des opportunités mais aussi leur qualité. Un des maîtres mots de ce comportement est la curiosité. Cette dernière doit s'appliquer à tout ce qui nous entoure, le secteur professionnel, les personnes qui y travaillent et les postes qu'ils occupent. C'est en ayant un île surtout que l'on apprendra à voir où se situent les opportunités à saisir sur le champ. La sérendipité, soit la capacité à avoir accidentellement un coup de chance, est également à développer. Elle exige que nous soyons d'une grande vigilance pour être attentifs aux opportunités et pour agir de manière adéquate. Elle exige aussi que nous soyons des êtres actifs. Il faut tout mettre en œuvre pour que des opportunités surgissent. Cela passe, par exemple, par la participation à des réseaux informels, associations d'anciens élèves, groupes de lecture, conférences, qui permettent la circulation d'idées nouvelles, mais aussi par le partage d'expériences et d'informations au sein du réseau. C'est grâce à cet esprit de collaboration que les membres du réseau et nous-mêmes serons capables de dénicher des opportunités de carrière. Pour faire progresser sa carrière, il importe également d'être résilient. Il faut résister au choc, ne pas abandonner son projet et se présenter aux personnes les plus susceptibles de croire en nous et de nous engager. Saisir une opportunité n'est pas une mince affaire car cette dernière est éphémère et n'apparaît jamais au moment idéal. Il se peut qu'elle surgisse alors que nous sommes déjà embarqués dans un projet tout autre. De plus, l'opportunité est par nature ambiguë. Nous ne la concevons pas d'emblée comme meilleure qu'une autre opportunité. Mais au lieu de tergiverser, il faut décider. C'est en agissant que nous nous créerons une multitude d'opportunités pour la suite. Pour s'entraîner à créer et à saisir des opportunités, il est conseillé de participer à des conférences, de lancer son propre groupe de parole ou sa propre association, de dialoguer avec la personne la plus curieuse de son réseau ou enfin d'identifier, au sein de ce dernier, les personnes aux projets les plus intéressants. Être compétitif, c'est prendre les risques que les autres n'ont pas osé prendre, c'est préférer l'action à l'inaction, c'est savoir que la stabilité s'acquiert par l'échec. Pour mener la meilleure carrière possible, il est crucial de saisir les opportunités invisibles aux yeux des autres. Moins nous sommes nombreux à voir une opportunité dans telle offre ou tel projet, plus nous aurons de chances de la saisir. Il s'agit donc d'être décisif et cela demande 2 compétences. La première est d'anticiper les risques. La seconde est de les prendre. Nous devons savoir prendre des décisions qui peuvent avoir des conséquences néfastes. Toute opportunité décisive demande au préalable une réflexion sur les risques qu'elle peut engendrer. Si ce n'est pas le cas, alors ce qu'on croyait être une opportunité n'en est pas une. L'inaction n'est jamais la solution. Il convient d'être actif et de toujours anticiper ce qui pourrait se passer par la suite dans le contexte d'un marché évolutif. Le risque est dynamique. Il dépend d'une situation et de la personne qui l'envisage. En effet, la concurrence évolue tout comme notre personnalité, centre d'intérêt, valeurs etc. Ainsi, rien n'est totalement sûr ni totalement risqué. Il est inutile de s'acharner à quantifier les avantages et les inconvénients d'une opportunité tout simplement parce qu'il est impossible de le faire. Trop de paramètres entrent en jeu. L'incertitude existe toujours. Aussi, il ne faut pas attendre d'avoir toutes les informations en main pour prendre une décision car nous risquerions l'inaction. Il faut profiter de notre jeunesse pour prendre des risques, car avec le temps notre tolérance au risque diminuera.
De manière naturelle, certains diront même génétique, l'homme surestime toujours le risque d'une situation en usant sans cesse de préjugés défavorables. Pour dépasser ces préjugés, qui nous mènent à l'inaction, il suffit de répondre à une question, même si le pire scénario se réalise, l'issue sera-t-elle favorable? Est-ce que j'existerai toujours? Si la réponse est positive, alors le risque peut être pris. Même si nous sommes susceptibles d'être licenciés ou de perdre de l'argent, nous pourrons toujours nous rabattre sur notre plan Z. En revanche, si en cas d'échec, l'opportunité nous empêche de nous rabattre sur notre plan B ou Z, c'est que cette dernière est risquée et qu'il ne faut pas la saisir. Les meilleures opportunités comportent un risque faible et un fort potentiel de gain. Aussi, il convient de privilégier un emploi moins bien payé mais gage d'expérience ou un CDD qui apporte compétences et relations plutôt qu'un CDI inintéressant. De même, contrairement aux idées reçues, il est judicieux de monter sa propre société en temps de crise. La concurrence entre les clients est moindre et l'écho médiatique est plus large. Au XXIe siècle, la stabilité des carrières les moins volatiles, fonction publique, ingénierie, santé, enseignement, n'est qu'une illusion. Ces dernières ne sont jamais à l'abri de plans sociaux et de mutations. Contrairement à ce que l'on croit, il est préférable d'occuper des postes volatiles, comme l'entrepreneuriat, où le risque à court terme est présent. En effet, ces postes nous apprennent à faire face à des petits chocs fréquents, aux aléas du marché. Ils augmentent donc notre capacité à réagir et à rebondir. Cette dernière est primordiale. C'est en apprenant à gérer des risques quotidiennement que nous améliorons notre stabilité sur le long terme. Nous serons prêts à affronter n'importe quel événement, n'importe quelle mutation. Pour savoir prendre des risques mesurés et choisis, il est conseillé de réfléchir à la place qu'on attribue aux risques et aux incertitudes dans nos décisions professionnelles. Pour se différencier et saisir une opportunité en or, il est important d'identifier les risques soigneusement évités par les autres pour être le seul à les prendre. Il peut être également intéressant de sonder son réseau pour voir à quel point une idée est novatrice et à contre-courant avant de lancer son projet. Le réseau est source d'informations et de conseils uniques, personnels et décisifs qui aident à prendre une décision face à une impasse. Pour être compétitif sur le marché du travail et éviter tout obstacle, il est nécessaire de consulter son réseau. Ce dernier peut apporter des informations décisives sur le marché, tendances, concurrence, opportunités, et sur les sentiments des clients. Ces dernières proviennent de sources diverses et nous offrent une pluralité de ressentis et de points de vue. Le réseau a l'avantage de nous renseigner gratuitement et de nous offrir des observations personnelles qui n'émanent ni d'Internet ni d'ouvrages. En ce sens, les conseils et informations qu'il nous procure sont uniques et contextuels. Il existe deux manières de se renseigner auprès de ce réseau. La première est de poser des questions ciblées à des personnes précises. Pour savoir, de façon pertinente, à qui poser la question, il suffit de trier ses connaissances selon trois catégories: les spécialistes d'un domaine, les professionnels, ceux qui connaissent votre personnalité et les gens brillants, connus pour leur capacité d'analyse et leur point de vue novateur. On comprend alors ici la nécessité d'avoir un réseau étendu, qui permet de connaître des spécialistes dans des domaines variés, mais aussi la nécessité d'avoir un réseau profond, qui permet d'entretenir des relations intimes avec ceux qui nous connaissent bien. La seconde est de s'adresser à une multitude de connaissances pour obtenir un échantillon représentatif de réponses. Savoir à qui s'adresser c'est bien, mais savoir poser les bonnes questions c'est encore mieux. Il convient tout d'abord d'encourager une conversation d'égal à égal et de livrer des informations précieuses pour que l'interlocuteur soit tenté de faire de même. Dans la même optique, il peut être utile de donner des exemples de réponses pour inciter autrui à répondre avec précision. Enfin, il ne faut pas hésiter à approfondir le dialogue en multipliant les questions. Ceci est gage de curiosité et d'intelligence. Avant d'agir, c'est-à-dire avant de changer de poste, de projet, d'objectif, etc., il est nécessaire de se renseigner et de faire une synthèse des informations reçues par des sources diverses. Dans un second temps, il convient d'analyser l'utilité, la pertinence, l'exactitude des informations récoltées. Cette étape est essentielle car l'ambition de chacun, ou des préjugés, peuvent avoir dénaturé la véracité et l'objectivité des propos. Enfin, il s'agit de se faire sa propre synthèse en pondérant des informations parfois contradictoires. Cette dernière doit aider à prendre une décision. Même si le renseignement par le réseau est difficile,
Il procure un véritable avantage concurrentiel quand on le maîtrise. Pour rendre l'exercice plus aisé, il est conseillé d'établir une liste des professionnels que l'on connaît dans chaque domaine, de préparer des questions sur les thèmes qui nous intéressent, de faire connaître ses centres d'intérêt et ses compétences par l'intermédiaire de blogs ou de groupes de discussion et de transmettre des informations aux membres de notre réseau pour qu'ils nous renvoient l'ascenseur. Conclusion: le pacte employé-employeur n'existe plus. Il faut devenir l'entrepreneur de sa propre carrière en se donnant les moyens d'adapter ses objectifs aux réalités du marché. Le réseau professionnel est une arme redoutable dont il faut prendre soin en assurant sa cohésion, sa diversité et son renouvellement. Il nous renseigne pour agir, prendre des risques choisis et saisir des opportunités au moment opportun. L'esprit d'un entrepreneur peut se résumer ainsi: il faut considérer chaque jour comme le premier d'une aventure nouvelle. Le monde change, nous aussi, alors restons actifs. Vous trouverez dans la description le lien vers le livre, ainsi qu'un lien pour télécharger ce résumé audio. À très bientôt.